Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Le design sonore est partout autour de nous, dans les films, les jeux vidéo, les applications mobiles et même dans les espaces publics comme les gares et les centres commerciaux. Chaque son que nous entendons est soigneusement pensé pour provoquer une émotion, créer une ambiance ou transmettre une information. Le design sonore qui enrichit l'expérience de l'auditeur ne se limite pas à la musique, mais inclut également les effets sonores, les ambiances et les voix. Comment un univers audio peut-il transformer une formation digitale en une expérience immersive et engageante ? Et surtout, quels sont les bénéfices concrets pour les apprenants ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Picard et Pierre Gréau de Forma Learning. Ensemble, nous allons découvrir comment intégrer le son de manière créative pour maximiser l'impact de vos formations en ligne. Bonne écoute ! Bonjour Grégoire, bonjour Pierre. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode et surtout, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce qu'est le design sonore et sur son impact sur l'engagement des apprenants. Je suis sûre que ça va être un épisode passionnant. Eh bien, merci à toi de cette invitation. On est ravis d'être là aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites, Grégoire ? Je te laisse commencer. Merci. Alors moi, j'ai été 10 ans consultant sur des projets de transformation, notamment beaucoup sur des sujets RH, d'organisation, de compétences. Et depuis début 2023, je suis un des 2 associés de Forma Learning, qui est donc une agence indépendante de création digital learning. Et je suis aujourd'hui avec Pierre. D'accord, ok. Pierre ? Oui, merci. Alors, moi, je suis graphiste et motion designer et je suis aujourd'hui réalisateur multimédia chez Forma Learning, ce qui signifie que je m'occupe à la fois de la partie création graphique, sonore, et aussi la partie technique, plutôt intégration. Et comme dans nos parcours et supports de formation sur mesure, on cherche toujours la petite étincelle qui va stimuler l'envie d'apprendre, qui va faire évoluer un regard ou un geste métier, eh bien, on s'est intéressé au sound design. Eh bien, je vous propose donc d'aborder le cœur de notre épisode. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le design sonore ? Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors ouais, le design sonore, donc la conception sonore, c'est le fait d'utiliser le son et de le modeler dans un but précis. On le retrouve dans plusieurs domaines, ça va du théâtre à la publicité, en passant par les identités des marques, par exemple, ou encore dans les jeux vidéo où c'est très très présent. Et ça a été particulièrement remarqué récemment dans le cinéma pour Dune, qui en fait a reçu un Oscar pour le design sonore. Il faut savoir que tous les sons de Dune sont des sons créés à partir de sons de la vie réelle pour rendre familier un univers fantastique. Et donc ça, c'est un vrai bel exemple de design sonore, parce que par exemple, le son, si tu veux, des engins volants, c'est un mélange de ronronnement de chat, de vent dans une toile et d'ailes de scarabée. Donc tu vois tout le travail qu'il peut y avoir derrière pour créer un environnement vraiment unique à un projet. Oh, c'est génial, ça je ne savais pas du tout. Et donc, est-ce que la voix fait aussi partie du design sonore ? Pierre, quel est ton avis là-dessus ? Alors oui, la voix fait partie du design sonore, ou plutôt le design sonore peut tout à fait inclure de la voix. On peut penser au travail de la voix off, du doublage, ou même des annonces sonores dans les gares. Tout ça est soigneusement réfléchi et retravaillé avant d'être diffusé, avant d'être utilisé. On peut, si on donne des exemples, imaginer je ne sais pas si vous connaissez les Mignons, mais les Mignons sans le travail de Pierre Coffin, de l'invention de son langage et du travail du son qui est derrière, ce serait évidemment pas les mêmes. Ou encore les annonces dans les gares SNCF qui sont faites par Simone Hérault depuis toujours. Eh bien, c'est aussi pour ça qu'elles sont reconnaissables, qu'elles ont une certaine tonalité et qu'elles sont agréables en fait.
fait, on va parler de design sonore dès qu'on modifie des sons dans un but précis. Donc, pour une voix, on va essayer de la rendre chaude, de nettoyer les bruits de fond de l'enregistrement, de retirer les sifflantes et les plosives. Donc ça, c'est les sons qui vont pouvoir gêner l'oreille à l'écoute. Donc les S, les P, les B, qui peuvent être agressifs. Alors on va essayer de la modifier pour lui donner un contexte. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui est au téléphone, qui est distant ou encore qui est en mouvement? On peut aussi ajouter à cette voix des fonds sonores pour l'inclure dans un tableau, dans un ensemble. Alors, est-ce qu'on est dans une gare? Est-ce qu'on est à la plage? Ou bien dans un avion? Ah bah écoute, je ne sais pas comment tu as deviné que j'adorais les mignons. Et donc, est-ce que vous avez des exemples de design sonore que l'on peut retrouver dans notre quotidien? Donc là, Grégoire, tu as donné l'exemple de Dune. Pierre, est-ce que tu as d'autres exemples éventuellement à nous partager? Oui, bien sûr. Alors, si on reste sur la voix, par exemple, on va être dans les espaces publics, par exemple, dans lesquels on peut aussi avoir des avertissements sonores. C'est un travail qui va être très intéressant au niveau accessibilité dans le design sonore. On va avoir les identités des marques qui vont donner un peu toute leur saveur aux publicités qu'on connaît ou voilà, qui vont donner une ambiance ou une tonalité ou une expression, un charisme à des marques. On a évidemment dans la vie de tous les jours le design sonore de nos applications on n'y prête plus vraiment attention, mais ce design sonore est évidemment très réfléchi, très pensé et on va avoir des typologies de sons différentes qui vont être utilisées à ce niveau-là. On peut penser aux jeux vidéo, on peut penser au cinéma, on peut penser dans des choses plus courantes aussi au son de votre télé, au son de démarrage de votre voiture ou bien même l'alarme de votre frigo si vous le laissez ouvert. Ah oui, donc le design sonore est partout autour de nous. On a même, si tu veux, moi j'ai découvert que le son d'une poignée de porte, de portière d'une nouvelle voiture, ou comme disait Pierre, le son que va faire la voiture au démarrage quand tu tournes ta clé, sont en fait ultra travaillés et participent à l'expérience que tu vas avoir en tant que client et utilisateur après de ce bien. Ah ouais. Et donc, pourquoi est-ce que le design sonore est important dans la conception de formation digitale? Grégoire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors pour nous, en fait, c'était plutôt un intérêt assez récent dans la formation. On s'est rendu compte, et je pense que tout le monde a pu en faire l'expérience, que un buzz quand tu as faux, des applaudissements quand tu as juste, bon, c'est un peu dépassé. Dans la pédagogie, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, ça peut même être un peu irritant. Ça crée pas d'environnement particulier. C'est juste des petits sons accessoires. Et il ne faut pas mettre du son juste parce qu'on peut mettre du son. Quand on crée des formations sur mesure, qui vont être scénarisées, illustrées, et ben, le design sonore va venir soutenir ton storytelling. Comme c'est fait dans le cinéma ou dans le jeu vidéo, dans une formation, on peut aussi y penser. Oui, tu vas créer un environnement complètement immersif grâce au son. Ouais, puis on se rend compte aussi que pour des questions d'accessibilité dans nos formations, le son peut jouer un rôle très important. On va effectivement utiliser des sons d'ambiance qui vont apporter un ton et une énergie propre à la formation qu'on développe. Et on va aussi réfléchir à sonoriser les interactions de l'apprenant avec l'interface de cette formation, ce qu'on appelle de l'UX design sonore, où on va réfléchir un petit peu toutes ces interactions pour qu'elles jalonnent un petit peu la formation et qu'elles donnent des repères aussi. Oui, et d'ailleurs, Grégoire, tu parlais des sons pour les quiz, lorsqu'on a bon ou lorsqu'on a faux. Et il me semble qu'en neurosciences, c'est déconseillé parce que justement, ça peut créer un stress pour l'apprenant, ce type de son. Voilà. Et tu as tout à fait raison que c'est à étudier avec aussi pas mal d'attention du fait que c'est des sons qui sont importants pour l'accessibilité. Et il faut aussi se mettre dans la peau de personnes qui n'auraient que le son, par exemple, ou acceptent majoritairement au son. Et donc, effectivement, si tu leur mets des buzz et des applaudissements toutes les 5 secondes, l'expérience apprenant va être dégradée, alors que le son peut être utilisé justement pour les aider et les guider. Et donc, quels sont les principaux avantages pour les apprenants? Là, vous en avez déjà cité un petit peu, mais est-ce que vous en voyez d'autres, Pierre? Oui, bien sûr. Le premier avantage, ça paraît assez évident, mais c'est l'attention.
On porte plus facilement notre attention sur un support qui est animé, qui est sonorisé, qui va être interactif. En fait, il s'agit de pouvoir alterner et doser entre le calme qui est nécessaire à la compréhension des apports de contenu et la dynamique qu'il faut pour garder l'apprenant engagé dans une formation. Je pense ensuite on a la contextualisation. Par le design sonore, on peut plonger l'apprenant dans des situations très précises en contextualisant les scènes par une ambiance sonore particulière. On peut aussi donner un caractère propre à un personnage, par exemple, avec une voix, avec un grain, avec un ton différent. Et parfois, on crée tout simplement des bandes-sons qui vont accompagner les parties de la formation les plus narratives. Par exemple, pour se mettre dans l'ambiance d'une émission de radio, voilà ce que ça peut donner. 7h50, l'heure de Vous avez la parole. Un Vous avez la parole consacré ce matin à la façon de présenter le péage en flux libre à son entourage. 3 auditeurs vont se prêter au jeu du pitch. Farid, Jean-François et Marilyn. Sans plus attendre, on accueille Farid, le premier candidat. Bonjour, merci de m'avoir sélectionné. Avec plaisir. Farid, vous nous appelez de Paris, je crois. Oui, c'est ça, je suis dans le Tout métro ça en train d'aller participe au fait de capter l'attention et de la retenir et se joue entre des choix pédagogiques, la scénarisation, l'ambiance visuelle évidemment et l'ambiance sonore. Et puis, tu as le côté ludique, avec des sons comme par exemple... Là, ça va soutenir l'interactivité. Ça va accompagner l'interface. Avec un travail intelligent du son, tu peux créer des marqueurs sonores qui te disent où tu te trouves dans la formation, ce sur quoi tu as cliqué, s'il fallait cliquer ou non. Finalement, avant même qu'un mot soit prononcé, du coup, en remplacement de consignes, VO, pour vraiment que ce soit complètement intuitif. Tu as ce côté ludique, le son est important. Voilà, quand on parle de formation gamifiée, on se met dans la peau d'un créateur de jeux vidéo. Il serait impensable de ne pas travailler sur le son dans un jeu vidéo. Donc, dans une formation gamifiée, on y travaille aussi. Oui, parce que la gamification va passer non seulement par le design graphique, mais elle va passer aussi par le design sonore. Cela fait partie intégrante de l'expérience que l'on va proposer aux apprenants. Et donc, comment est-ce que le design sonore peut améliorer l'engagement et la rétention des apprenants dans la formation digitale? Est-ce que là, vous avez des tips à nous partager, Grégoire? Tout à fait. Et en fait, on a reçu des retours clients finalement qui ont été assez surpris par l'univers sonore que l'on a créé pour leur projet. Quand on crée une expérience plaisante, ludique, réaliste, on va forcément créer un moment plus marquant pour l'apprenant qu'avec une ambiance typique de module classique. Et puis en fait, c'est un tout. Si l'image, le son et le contenu sont en adéquation et créent un vrai fil conducteur sur la formation, cette formation, elle passe plus vite. Elle est évidemment plus engageante et aussi beaucoup plus agréable. Suivre une histoire avec une identité graphique choisie, un environnement sonore qui lui est propre, c'est très efficace. Et puis c'est agréable de pouvoir suivre sa formation au casque, par exemple, quand c'est possible, en étant totalement plongé dans quelque chose qui dénote de notre environnement de travail. Oui, puis comme tu dis, lorsqu'on est plongé dans son casque avec une bonne ambiance sonore, on va être complètement immergé plutôt que de suivre son parcours de formation dans un open space où on va être pollué par les sons des collègues ou les sons qui nous sont extérieurs quelque part. Donc là, on va être complètement dans le flow, je pense. Le son va contribuer à atteindre cet état de flow. Et quels sont les éléments sonores essentiels à intégrer pour vous dans une formation digitale pour justement maximiser son efficacité? Si vous avez aussi éventuellement des exemples à nous faire écouter, Grégoire. Alors, quelques éléments de méthodo pour justement se dire quelle peut être une façon de s'y prendre. Il faut d'abord définir l'ambition. Entre un design sonore d'interface seulement, est-ce que je vais seulement sonoriser quelques éléments du module ou la création d'une ambiance sonore complète pour le projet? Dans tous les cas, on va intégrer une attention au son dans notre travail, mais on peut aussi définir avec le client, en fonction de l'ambition de son projet, des options pour aller plus loin. Et ça, c'est à cadrer dès le départ du projet. Ouais, et puis ensuite, on propose ce qu'on appelle un soundboard, qui est ce qui équivaut dans le graphisme au mood board qu'on enverrait au client pour donner une ambiance, un ton général au projet.
Et ici, on fait du coup une sélection de sons qui nous paraissent pertinents pour ce projet. On les soumet au client pour capter son ressenti, qu'il soit positif ou négatif, ce qui va nous permettre derrière de recentrer ce travail du son sur un panel de sons plus précis. Et à ce moment-là, le travail de conception pédagogique, de graphisme, de son et de technique sont très liés parce qu'on va chercher à créer une expérience globale et cohérente qui va mêler toutes ces expertises en un résultat visé. Ah, puis j'aime bien cette idée de soundboard, ça rejoint complètement les mood boards dont j'avais parlé il y a quelque temps déjà sur LinkedIn, et certaines personnes avaient vraiment découvert ce que c'était. Donc là, je pense que nos auditeurs vont aussi découvrir qu'on peut faire des soundboards, et ça, je ne le savais pas du tout. Et concrètement maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut créer un design sonore dans ces formations digitales? Parce que si nos auditeurs ont envie de s'essayer à l'exercice, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez des outils à nous conseiller, des banques de sons, Grégoire? Alors, il existe aujourd'hui de nombreux outils, de nombreuses façons de procéder, des différentes méthodes, avec des logiciels plus ou moins accessibles. Certains vont être libres et d'autres vont être des logiciels plus professionnels et payants. Ouais, alors de notre côté, on a opté pour une solution professionnelle avec la dernière version de Studio One, qui est un logiciel de mixage, qui va permettre énormément de choses et qui nous semblait aussi relativement accessible pour nos équipes pour se former sur ce nouvel outil. Pour ce qui est des sources et des banques de sons, on a choisi une solution en ligne qui s'appelle Artlist et qui nous permet d'avoir à la fois des sons de très bonne qualité, un panel, un choix assez large et évidemment des licences qui vont bien pour pouvoir les utiliser dans nos projets. Après, pour se lancer avec un moindre investissement, on va dire, il existe d'autres solutions évidemment qui sont soit libres, soit à coût moins important, à coût plus bas. Pour le travail du son, on peut par exemple conseiller FL Studio, qui est un logiciel de son aussi plutôt accessible et qui propose une licence à vie. Donc on n'a absolument pas besoin de racheter les nouvelles versions, qui est plutôt flexible. Et dans un autre genre, on pourrait penser à Audacity aussi, qui est gratuit et qui lui permet déjà pas mal de choses. Oui, moi j'utilise Audacity pour le podcast. Et pour les banques de sons, c'est aussi une autre histoire. En fait, quand même, en gratuit, tu peux trouver beaucoup de choses. Il faut quand même faire attention à la qualité parce que du coup, plus le son est facilement trouvable gratuitement, plus tu vas le retrouver dans de nombreuses créations. Et on fait toujours très attention à tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc bien vérifier les licences d'utilisation de ces sons-là. Faudrait pas embarquer dans tes créations des sons dont tu n'as pas complètement les droits. Et d'ailleurs, faisons attention aussi aux sons qui sont créés par les intelligences artificielles et aux droits de ces sons, puisque les intelligences artificielles vont aller aussi se nourrir de sons qui existent sur Internet. Et donc, cela peut créer des sons qui ne sont pas forcément libres de droit. Tout à fait, et tu noteras que l'on n'a pas parlé de VO, de synthèse avec IA, ni de son avec IA, même si on trouve des choses extrêmement intéressantes, vraiment bluffantes. Aujourd'hui, pour nous, on n'est pas encore au carré sur la propriété intellectuelle, l'utilisation que l'on peut en faire, et surtout la garantie qu'on va apporter à notre client que l'on est bien propriétaire de toutes les créations que l'on a inclus dans notre propre création. Donc on regarde ça avec beaucoup d'attention, c'est vraiment bluffant, mais aujourd'hui on est encore sur des vrais artistes et des vrais comédiens. Quand tu vas sur Artlist, ce sont la plateforme de son que l'on utilise, ce sont des artistes que tu peux retrouver parfois sur Spotify, qui ont leur propre discographie, leur propre studio. Donc c'est du son professionnel qui est quand même à la portée de nos modules e-learning. Donc tu peux te poser la question entre une IA et un vrai artiste qui a enregistré ses sons dans un vrai studio. Finalement, tu as beaucoup de choses qui sont très bien et qui sont assez accessibles. Donc on inclut nous dans nos projets, qu'on préfère inclure nous dans nos projets.
Oui, et puis un son humain, entre guillemets, va transmettre beaucoup plus d'émotions qu'un son généré par une IA, selon moi. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Donc, nous allons arriver à la fin de notre épisode. Et pour conclure, je voudrais vous demander donc quels seraient vos 3 conseils pour nos auditeurs qui souhaiteraient intégrer le design sonore dans leur formation. Donc, Pierre, est-ce que tu as des conseils à nous donner ? Oui, bien sûr. Alors la première chose, ce serait de prévoir, mais pour chaque projet, à son démarrage, un temps alloué pour le travail du son, comme on le fait pour le graphisme ou la conception. C'est une ligne à part entière. Le second, ce serait, comme ça reste une pratique qui est assez complexe, c'est de se faire former. Alors nous, on a été formés, on a fait intervenir chez nous un formateur qui s'appelle Florestan Gutiérrez, qui est formateur au Gobelin, que je recommande chaudement, qui est très intéressant, et qui nous a vraiment initiés au design sonore et au process et aux manières de faire en tant que designer dans le design sonore. Et le troisième conseil, ce serait peut-être effectivement, du coup, de garder en tête une démarche de designer en intégrant le client à la conception de l'univers sonore et de cette façon de jouer avec ses codes, les codes du client, éventuellement son univers sonore s'il est déjà défini, et évidemment de recueillir ses impressions au fil de la création. Moi, je voudrais juste rajouter aussi un petit conseil, c'est d'être curieux et de ne pas hésiter à aller s'inspirer d'autres domaines. Les publicités sont une source intarissable d'inspiration, ou les films, pour justement se demander comment ensuite on peut intégrer ces sons dans nos créations. Voilà, c'était mon petit conseil. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. J'ai été ravie de cet échange où j'ai appris des choses. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai vos contacts LinkedIn. J'indiquerai également le site de Forma Learning et j'indiquerai également les liens des posts LinkedIn qui m'ont permis de vous découvrir et dans lesquels vous partagiez vos premières productions en design sonore. Donc merci encore à tous les deux et puis à très bientôt. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.